Hello, hello everyone. Salut tout le monde. Bienvenue dans les Lockdown Interviews. Aujourd'hui, je vais recevoir mon pote Léo Tamaki. Alors, on va inviter quelques personnes parce que je pense que on va faire l'interview d'aujourd'hui en français parce que je pense que c'est sans doute le plus simple. Alors, Léo, où es-tu? Euh, J'en vois. Alors, voilà. Salut Oscar, salut tout le monde. Hello everyone. Alors, demande. Il est là. Salut tout le monde. Salut Sylvette. Hello. On attend juste Léo. On attend que la caméra se mette en marche. Et le voilà. Salut Léo. Salut. Voilà, on s'est déjà dit salut il y a 5 minutes, hein, mais bon. Comment tu vas? Bah, écoute, bien et toi? Très bien. Bienvenue du coup dans les petites interviews que je fais un peu tous les jours. L'histoire en fait c'est de mettre un petit peu donc les gens en contact et puis surtout de partager un peu des énergies alors qu'on est tous enfermés. Et c'est de bah moi l'idée c'est au départ c'était de faire connaître un peu donc mes potes, les gens, les artistes qui sont autour de moi. Jusqu'à maintenant c'était des musiciens. T'es le deuxième qui soit non musicien qui intervient. Il y en aura d'autres. Mais voilà donc du coup putain il y a du monde là qui est en train d'arriver. T'as ramené tout le monde en fait c'est ça. T'as ramené toute Écoute, l'école. Alors dis-moi, présente-toi en quelques mots. Qui es-tu? Qui est Léo? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Tu es trompettiste, c'est ça? ouais, c'est ça. Non, c'est toi qui as une double casquette. Moi, tout ce que je fais, c'est un peu au hasard. Ouais. Donc non, pour remettre dans le contexte, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent aujourd'hui qui ne te connaissent pas. Ouais, En fait, je t'ai connu, c'était un stage que j'avais organisé avec avec Ido. Maître Chino. Voilà, donc Nico qui est flûtiste comme mon épouse Shizuka, est aussi un passionné de pratique martiale, voyage dans le monde entier, et Ah, probablement. ouais, donc bah, comme moi. Et donc, bah, de mon côté, moi, je suis pratiquant d'arts martiaux et puis j'organise des stages et c'est comme ça qu'on a pu se rencontrer, quoi. Voilà. Tu viens d'où à la base? J'ai grandi à Paris sur les pentes de la butte Montmartre puisque mon père est artiste peintre. Bon, d'ailleurs, on voit ici une de ses toiles, tu vois, enfin une grande toile. Ouais, Alors, mon père, il m'a expliqué un jour que, parce que je lui demandais pourquoi il faisait des grandes toiles, parce que surtout que à vendre au Japon, c'est assez compliqué. ouais. Les maisons sont petites, etc. Mais il me disait justement, il vient du Japon, c'est petit et tout ça, et lui, fou. Et donc, déjà, c'est un grand job. Il est un peu rapetissime, mais il faisait 1,86 m. Ouais. Et parce qu'il y avait apparemment des sumotori parmi nos ancêtres. Et il avait besoin de s'exprimer et de faire des grandes toiles. Donc voilà, j'ai grandi sur les buttes de Montmartre, puisque mon père faisait des toiles sur la butte Montmartre quand j'étais petit, donc je jouais dans les rues là. Ça, c'est, ouais. Donc, tu es un descendant de Sumotori, en fait, un petit peu, Entre autres, ouais. entre autres. D'accord. Et du coup, tu as, en fait, ta famille est déjà. Est-ce que ta famille était déjà dans les arts martiaux ou est-ce que tu es une petite exception là-dedans ou est-ce que. Comment est-ce que Euh, tu es rentré là-dedans? alors, de façon lointaine, je saurais pas trop te dire. Je sais que mon père en a fait à l'université. Mon père est deuxième dan de judo, mais il est passé deuxième dan en 2 ans. Mais quand tu es à l'université au Japon, ce qui est difficile, c'est de rentrer à l'université. Une fois que tu es rentré, en fait, ce qui est important, c'est les liens que tu tisses, etc., mais pas tellement ce que tu apprends. Et dans les liens que tu tisses, il y a notamment tous les clubs. Donc, tu sais que, par exemple, en karaté, les clubs de karaté des universités de Tokyo, etc., sont très, très importants, notamment Waseda, etc. Mhm. Et les mecs, ils vont s'entraîner 4-5 fois par semaine pendant 2 heures à chaque fois. Donc en 2 ans, tu peux tout à fait atteindre un niveau deuxième dan. Donc ça, c'était le background de mon père. Au-delà, dans le passé, je peux pas trop te dire. Mais toi, du coup, en fait, t'as commencé par l'aïkido ou tu as commencé par autre chose? Je connais les Non, réponses entre guillemets, hein, mais ouais, ouais, bah, j'ai commencé par le judo. Après, je suis passé par du kung-fu, du karaté, enfin des choses auxquelles j'ai touché, mais pas de façon très très sérieuse.
Euh, mais bon, j'envisageais quand même de me lancer dans le karaté de façon professionnelle à un moment. Je me suis dit, et puis j'ai voulu faire en parallèle quelque chose, donc un petit à côté, tai chi, yoga ou aikido, et puis j'ai pris l'aïkido. Et là, la première semaine où j'ai commencé, j'ai eu la chance de rencontrer Maître Tamura. Et là, j'ai vraiment pris une claque parce que ce que je lisais dans les magazines, le petit vieillard qui te maîtrise, enfin le Yoda Mhm. ou Tortugien, tout ce que tu veux. J'ai vécu un peu ce truc-là et ça m'a vraiment mis un choc parce qu'en karaté, je faisais avec Jean-Pierre Vigneault et d'autres bon, bah, c'était comme des gars massifs. Donc leur efficacité était pas Je suis passé chez Vigneault, justement. Je vois très bien ce dont tu veux dire. voilà. Donc Ce, tu te dis ce que quand je tu veux le dire. vois, ça te paraît évident que s'il te retourne une claque, ça va faire très très mal quoi. Mhm. Alors que quand tu croisais Maître Tamura, bah, il ressemblait à rien, entre guillemets, quoi, tu vois. Sauf quand il se mettait vraiment à te regarder comme ça avec son regard d'aigle, mais sinon, au jour le jour, c'était un petit papy, quoi. Et c'est ça Mhm. qui m'a convaincu, parce que, ayant moi-même un physique assez quelconque, vraiment, je cherchais, Au départ. ouais, ouais. Non, mais je cherche quelque chose qui permettait d'avoir une efficacité, un démultiplicateur par rapport à ce que tu as, qui soit justement sur technique, biomécanique, etc., qui joue sur Mhm. tout un tas de choses, quoi. Attends, je baisse le store parce que j'ai la lumière qui me vient dans les yeux. J'arrive plus à regarder les écrans. Hop! Ah, je vois que qu'est-ce que c'est cet instrument que je vois derrière, là, sur l'armoire? Où ça? En haut? Ouais. En haut, ça c'est une calebasse. C'est une Ah, calebasse et au départ, c'est pas un instrument, ça c'est une calebasse. C'est pas à moi, ça c'est la bibliothèque de mes parents. Je suis chez mes parents là pour l'instant. Et d'accord. donc là, par contre, là, t'as des lap steel, t'as des flûtes, t'as des charangos, t'as des trucs là, ça c'est à moi, ça par contre. Cool, cool. Et du coup, en fait, tu es allé. En fait, c'est ça qui est rigolo parce que tu as commencé quelque part un petit peu comme moi par des styles qui sont. Donc, moi, j'ai commencé par le karaté, pareil, hein, et j'étais passé aussi chez Vigneault et j'avais toujours cette frustration d'avoir bah, quelque part quelqu'un qui a une bonne masse corporelle, quelqu'un qui est bien costaud et tout, va, va y avoir un avantage qui va être certain. Et au moment où j'étais passé, donc moi, c'était avec Oshiro en Goju, et là, j'avais eu vraiment, en fait, surtout la première fois où j'avais été à Okinawa, de m'entraîner, bah, de me prendre des branlées par, entre guillemets, des petits vieux, des gens qui étaient comme ça. Et d'un seul coup, ça avait retourné mon cerveau. Je m'étais dit, c'est ça que je veux faire. Il s'est passé la même chose un peu pour toi? Ah oui, complètement. Mais alors par contre, moi je connaissais pas Oshiro, enfin, je connaissais Oshiro de nom, je l'avais vu dans les magazines, etc. Et là, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a un an et demi grâce à Lionel Mhm, Froidure. Donc il y avait une mhm. masterclass, mais là j'avais pas pu rester, je l'avais juste croisé, j'avais pu le saluer. Et cette année, j'ai pu participer à son cours et c'est exceptionnel parce que donc il a des petits problèmes à la colonne vertébrale, comme tu dois Ouais, ouais, savoir, ouais, etc. Et ouais, je enfin, connais. de voir ce gars qui a un physique qui semble quelconque, qui se déplace avec une petite canne et puis après qui te maîtrise et qui joue avec toi, etc. C'était vraiment exceptionnel, quoi. Donc voilà, ouais, j'ai vécu ce que tu as pu vivre avec ces maîtres d'Okinawa, quoi. C'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est passionnant. Et donc, avec Maître Tamura, en fait, donc tu as commencé, t'avais quel âge? Alors, j'ai pas commencé avec Maître moi, j'ai commencé avec un Non! gars qui était. Ouais, j'avais 21 ans quand j'ai fait l'aïkido et le prof chez qui j'allais au quotidien à Paris s'appelait Jacques Bardet. Donc D'accord. un gars qui m'a dit dès le début que lui il n'était pas intéressé par l'aspect combat parce que moi je suis arrivé un peu avec une attitude un peu ziva comme ça, tu vois. Et il m'a dit bon, tu peux venir, mais attention, moi je suis pas intéressé par l'aspect combat, etc. Il a été très clair mais ça a été un très bon formateur. Et Maître Tamura, donc il donnait beaucoup de stages. Je le voyais en gros, on va dire une fois par mois. J'allais le voir Mhm. et voilà, c'était à partir de l'âge de 21 ans. D'accord. Donc là, tu as commencé, après, t'as continué vraiment, en fait, c'est là où tu as commencé à vraiment te dédier à l'aïkido. Ouais. T'as continué à aller un petit peu voir ailleurs, en fait. C'est ça aussi, moi, qui m'a intéressé dans ta démarche. C'est le fait justement que tu ailles donc aussi bien voir des gens comme Ino, donc tu as été vers la Honkai avec Akuzawa, tu as été vers Mhm. tout un tas d'autres pratiques qui sont très différentes. Et justement, tu as un aïkido qui est tu t'es pour moi un aikidoka qui justement sait frapper. Et c'est quelque chose qui manque énormément, en tout cas à beaucoup de praticiens, mais pas tous. Mais est-ce que tu peux développer ça, cette recherche que tu as eue justement Oui, pourquoi? je suis arrivé à l'aïkido, du karaté et puis d'autres disciplines
À la base, j'aimais beaucoup les frappes. Et je dois te dire que aujourd'hui, je suis pleinement épanoui, mais il m'est arrivé de me dire, c'est dommage que j'ai pas rencontré Oshiro ou Shimabukuro au moment où j'ai rencontré Tamura, parce qu'en fait, je serais resté dans le karaté, dans la simplicité, parce que l'aïkido, c'est très sophistiqué. La simplicité du karaté est quelque chose qui moi, me convient très très bien, tu vois. Mais Uh-huh. du coup, j'essaie de faire un aïkido très direct, très clair. Et je voyais, une des lacunes que je voyais en aïkido, effectivement, c'était au niveau des atémis. Parce que entre les discours du fondateur et puis de ses élèves directs, Maître Tamura qui disait celui qui dit qu'il n'y a pas d'atémi en aïkido connaît moins que rien à l'aïkido, ou au sensei qui dit l'aïkido c'est ilimi et atemi, ou Shioda Qu'est-ce que Bodo. c'est? Tiens, et explique un petit peu, parce qu'il y a des gens, donc moi, Ouais. les gens qui viennent de ta part savent un petit peu de ce dont tu parles, mais par exemple, c'est quoi un athémie? C'est quoi, Ouais. juste rapidement, que tu expliques à des gens qui sont complètement novices? Athémis, ce sont des frappes. Alors, ça peut aller du coup de poing, mais c'est à la fois beaucoup plus précis, beaucoup plus large, puisque rentrer et puis percuter avec le corps, on peut considérer un athémie. Mais dans l'idéal, un athémie va aller frapper des zones vulnérables du corps pour pouvoir faire des dégâts beaucoup plus importants que si on mettait un coup de poing dans le pectoral, par exemple. Donc, athémie, c'est tout ce qui est frappe. Et ilimi, c'est cette notion de rentrer, de s'engager. Donc, comme réflexe, on a, quand quelque chose arrive, il y a les 3 F, ils disent en anglais, c'est fight, flight et freeze. Donc tu peux te figer par la stupeur et c'est aussi un mécanisme de défense parce que parfois dans la nature, si tu bouges pas, bah, le prédateur il va passer, il va pas te voir. En ce qui nous concerne, ça va pas marcher, mais bon, on a comme ça dans le cerveau, donc il y a des gens qui sont figés comme ça. T'as le flight, donc la fuite, mais elle n'est pas toujours possible malheureusement, et le fight. Mais le fight, il semble que c'est la réaction qui soit la moins spontanée, c'est-à-dire que je sais plus quel est le pourcentage de gens qui réagissent comme ça, mais il est très très faible. Et l'aïkido encourage ça, c'est-à-dire c'est illimé, rentrer son corps, rentrer dans le corps. Enfin, c'est des idéogrammes, donc les interprétations peuvent être assez vastes, mais c'est vraiment c'est se jeter dans la gueule du loup, quoi. T'as un quatrième F, t'as la flûte. Dans cette interview, tu parles d'athémie de distraction. Peux-tu donner un exemple? Les questions de Peschiera. Euh, non, moi j'utilise pas tellement la technique de distraction. Ça peut arriver, c'est une notion qui est souvent utilisée en aïkido, qu'on m'a souvent expliqué. Non, alors une technique d'aïkido, c'est assez long et il y a des techniques. Alors pour les gens qui connaissent l'aïkido, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas important, mais il y a une technique qu'on appelle Uchi Kaiten Nage, qui est une technique assez longue où tu dévis, tu rentres, tu fais le tour du gars, etc., avec tout un tas de frappes. Et c'est pas que tu distribues ces frappes au long de la technique. Le moment où tu fais la frappe, c'est la porte de sortie et tu enchaînes avec des frappes. Parce qu'un gars qui a pris une frappe, il y a une réaction qui se fait. Bon, tu vois, tu n'as pas mis une frappe et tu continues de déplacer, le mec, il ne bouge pas. Donc Mhm. dans la technique, il y a plein de portes de sortie. Il s'avère que si tu peux dérouler ta technique sans mettre la frappe, c'est en général pour arriver à quelque chose qui te permet, soit si tu as de la marge technique, de la compassion, soit sinon d'être plus définitif dans ce que tu vas faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une frappe dans les poumons, tu vas pouvoir finir par fracasser les cervicales au sol. Donc les atémies de distraction, ça peut exister, mais pour moi, c'est trop souvent un refuge. En fait, souvent en Aïkido, les gens sont là, ils disent ouais, pourquoi tu bouges pas, là je pourrais te toucher, etc. Et parfois, ils sont à distance, mais ils ne savent pas mettre une frappe. Donc s'il y avait contact, il n'y aurait pas d'effet. Je me souviens que j'avais un de mes senpai qui s'appelle Yann Mae, pour ceux qui le connaissent, qui Donc avait fait. un senpai, c'est un aîné en fait. Donc dans le Ouais, langage japonais, c'est l'aîné. C'est pas le de la même façon que sensei, ça va être le professeur et non pas le maître. Le maître c'est shiso, c'est encore ouais, plus haut. Mais donc on a donc voilà juste pour clarifier pour tout à fait. certaines Ouais. personnes qui ne connaissent pas. Donc le senpai c'est l'aîné. Ouais. Et puis donc, il était très bagarreur, il était vraiment dans le concret, il avait fait la boxe, et puis souvent, il allait en stage, et puis il bougeait pas, les gens se mettaient, et puis il mettait le poing devant, et puis le mec lui disait, là, je pourrais te frapper, il dit, vas-y, on va voir ce qui va se passer. Parce qu'en Mm. fait, et souvent, le gars, il mettait, je pourrais te frapper, et en fait, il était déjà au bout de course. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il n'aurait même pas pu frapper, et s'il avait frappé, il n'y aurait pas eu d'effet. Il n'y a pas d'intention derrière, parce que une frappe sans intention, sans émotion aussi, c'est complètement différent. Du C'est coup, alors ouais, en fait alors juste là parce que je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent qui sont des questions très techniques à l'aïkido. Personnellement, moi, je trouve ça passionnant parce que
je connais la plupart des choses. Donc moi, je trouve ça passionnant. En fait, le truc juste pour recentrer en fait pour les personnes qui écoutent sur ces interviews-là, moi, j'essaie d'orienter vraiment, en tout cas, sur le mouvement, sur l'art en général, et d'ouvrir en tout cas à des choses peut-être moins spécifiques pour un aikidoka. Par contre, on peut très bien faire une interview très centrée sur l'aïkido, même pour vous. Ça peut être très intéressant, et je serais ravi d'en parler. Mais tu vois, pour moi, en fait, dans cette idée-là, ce que j'aimerais, c'est réussir aussi à présenter en tout cas l'aïkido comme un art, donc la pratique martiale comme un art martial. Qu'est-ce que l'art pour toi? En quoi l'aïkido, par exemple, en quoi l'aïkido est un art? Et déjà, est-ce que tu peux définir juste ce que veut dire aïkido, la Oui. définition? Alors, Ai, c'est harmonie, union, harmonie. Ki, c'est alors Ki, ça c'est le plus compliqué parce que en japonais c'est utilisé dans plein d'expressions. Donc tenki, le ki du ciel, c'est la météo, l'électricité denki, et aussi ki ga mijikai, le ki son ki est court, il est impatient, etc. Euh, le ki, il est utilisé dans les arts martiaux pour parler d'intention. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure dans les frappes, c'est qu'il y a une intention. Et ce qui peut provoquer dans un athémie de distraction quelque chose, c'est évidemment la distance juste, etc. Et c'est l'intention. Ce qui est perçu par l'autre immédiatement, c'est l'intention. Et parfois, Mhm. tu peux créer des réactions en n'étant pas vraiment à distance, parce que l'intention est claire, elle est forte, et l'autre va percevoir ça et va réagir à ça. Donc il faut être très clair que dans les arts martiaux à l'origine au Japon, qui, ça n'est pas utilisé dans le sens de énergie. Ça ne signifie pas que ça ne peut pas être ça aussi, et dans d'autres contextes, ça l'est. Dans le contexte de la Mhm. médecine, ça l'est, etc., quoi. Donc, c'est une autre énergie, l'intention, c'est une autre énergie. Donc, voilà, Aikido, c'est là. Après, on peut se servir du mot pour s'inspirer, comme idéal, mais ce qu'il faut savoir, c'est que au sensei lui-même a adopté ce terme tardivement. Il y a pas été attaché plus que quelques années, semble-t-il. Après, il parlait de Takemuso Aiki. Son art a porté différents noms, et c'est un expert du nom de Minoru Hirai qui a lui-même proposé ce nom d'aïkido. Donc voilà, ça c'est l'aïkido. Alors en quoi c'est un art, ce dont tu parlais, ce qui est intéressant, c'est que c'est une façon d'interagir avec le monde, c'est une façon de t'exprimer, c'est une façon de vivre, c'est une façon de développer ta conscience intérieure, extérieure. Et je pense que c'est ça qu'on retrouve dans tous les arts. C'est-à-dire qu'après, est-ce que tu es en train de faire un tableau? Est-ce que tu es en train de couper les tiges de fleurs? Est-ce que tu es en train de souffler dans ta flûte, ou de gesticuler, de faire des techniques d'aïkido? C'est pas très important. Je pense qu'au final, tu veux te connaître, tu veux te développer, tu veux interagir avec les gens. Et je pense que c'est en ça qu'on peut dire que c'est un art. D'accord. Et donc, par exemple, là, moi, tu vois, je vais un petit peu répondre donc à Passir qui dit est-ce que Léo pourra nous parler de son travail avec Ino Akira, qui est donc batteur, qui est musicien? Il y a donc un lien avec l'art et le mouvement. Moi, je te dirais même qu'il n'y a pas de séparation entre, enfin, le mouvement et art. Tout, en fait, tout va être art, mais le mouvement en lui-même est art. Et l'aïkido fait partie, en fait, de cette grande école du mouvement. Et effectivement, comme tu le dis, c'est ça que moi qui me passionne, c'est que quand je te vois pratiquer, quand je vois quelqu'un comme Ino pratiquer, quand je vois bon d'autres, tout un tas d'autres artistes martiaux pratiquer, ou même des danseurs, le corps est l'instrument. Sauf que dans le cas, par exemple, de l'aïkido, ou dans le cas même d'un boxeur, il va y avoir un travail à deux, et un travail que ça peut être un travail de détruire la balance de l'autre, ou alors de jouer avec l'équilibre de l'autre. Voilà. Est-ce que tu te reconnais en tout cas dans cette description-là? Oui, absolument, absolument. C'est vraiment cet aspect artistique, il est très très vaste. La seule réserve pour l'aïkido que je mettrais à la réserve, c'est-à-dire que la recherche d'esthétique ne doit pas être le but. C'est-à-dire que Mhm. l'esthétique est une conséquence de la présence à soi, de la présence à l'autre, enfin de la présence dans le moment, du fait que tu travailles quelque chose profondément, quoi. L'esthétique est la conséquence même de la recherche. C'est ça, exactement. D'accord. Et est-ce que tu te considères, justement, on va parler juste rapidement parce que ça, rien que ce sujet-là pourrait prendre une heure, tu vas me dire, tu te considères justement, parlant de recherche, tu te considères comme un budoka?
Alors, je me considère, ouais, comme un chat. Alors, tu sais, il y avait eu, Le budo, juste, alors, ouais, resitue un tout petit peu budo parce que c'est vrai que, tu vois, là, je me prends à utiliser des termes techniques et je suis sûr qu'il y a plein d'amis qui sont là-dedans, qui sont en train de nager et se dire, c'est qui au sensei, c'est qui truc, oh là là. Donc, un budoka, c'est quoi le budo? C'est par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être en quelques mots, simplifié voilà. pour Le les budo, amateurs? c'est les voies martiales. Donc, ce qu'on appelle do, dao, c'est un cheminement. C'est-à-dire on a balisé des étapes et ça peut être n'importe quelle activité. Donc, la calligraphie, le fait de boire du thé, la cérémonie du thé. Euh, Tous les dos visent à suivre un cheminement qui te permet de développer une présence, une conscience intérieure et extérieure. Voilà. Donc, Bou, ça c'est ce qui est guerrier. Donc, on utilise comme support des techniques martiales. Alors, il ne faut pas passer à côté et dire, bon, bah, comme en fait, l'idéal, c'est d'être présent à soi, c'est pas très grave que ça marche ou ça marche pas. Non, c'est juste que c'est une étape, c'est un premier échelon, faire marcher les techniques. Et ce support, qui en fait est superficiel, va t'amener à autre chose. Mais si dès le départ, tu dis, Hmm. oui, c'est pas grave, si tu fais quelque chose d'un peu éthéré, c'est comme tu dis, je fais la calligraphie, je fais un rond, mais c'est pas grave s'il est pas rond. Si au départ, c'est important que quand tu fasses un rond, il soit rond. Et après, tu te libères de ça, bien sûr. Mais au départ, le support, quel qu'il soit, il faut que ce soit correct. Quand tu verses du thé, bah, il faut que le thé il soit buvable et il faut pas que tu verses l'eau à côté, quoi. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Ouais. Moi, j'avais aimé, on en avait parlé, j'avais beaucoup aimé, donc moi j'ai fait aussi beaucoup de kung-fu et mon sifu, donc m'avait dit que le mot kung-fu pour lui, enfin, ça c'est la signification, c'était donc polir la pierre, polishing the stone. Et c'est quelque chose justement qui rejoint donc totalement cette idée pour moi de budo, donc de recherche. C'est l'art martial ou l'art même en général, en fait, c'est on a l'homme, c'est comme une grosse pierre. On est chacun une pierre brute et on va devoir la polir tous les jours pour essayer d'atteindre en fait ce qui est tout en bas. Non, je fais pas du Wing Chun, je fais du Kren, Hua Tao. J'ai fait beaucoup de pas de Sichuan, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Mais donc donc l'idée d'avoir en fait cette graine qui est là au milieu donc de cette énorme pierre, si tu y vas trop brutalement, donc tu y vas au piolet comme ça, bam bam, tu l'écrases, en fait tu la craques et donc cette graine là va pas être encore prête à germer. Soit et donc en fait il faut y aller tous les jours doucement et réussir à faire en sorte que bah tu la dégrossis, de la dégrossis pour jusqu'à l'avoir. C'est comme ça moi que je vois la pratique artistique en général et c'est ce qui fait que par exemple, je sais que tu travailles avec ta femme qui est flûtiste et que tu as fait un travail où elle joue et puis toi tu bouges. Est-ce que tu ce travail-là en fait, est-ce que tu as trouvé ça naturel de bouger par exemple avec la musique et est-ce elle a trouvé ça naturel aussi pareil de jouer en même temps que de ton mouvement? Alors déjà, je voudrais reprendre l'image dont tu parles de la pierre, elle est super parce que effectivement, quand tu disais il faut pas y aller trop fort et puis il faut faire tous les côtés parce que souvent on privilégie qu'un aspect et donc tu dégrossis qu'un côté et il y a des déséquilibres et le fait d'aller trop fort aussi et c'est ce qu'on a souvent quand on est jeune et c'est très compliqué parce que j'ai plein de conseils en tête que j'ai pas respecté jeune que j'essaie de donner maintenant, ouais. Et c'est très Tous. dur, et ouais, et tu le subis, et c'est vraiment, c'est vraiment compliqué ça. Donc c'est pour ça qu'un cheminement d'eau est important parce que normalement il y a des étapes, il y a des difficultés qui te sont soumises, qui font qui te permettent de pas trop faire d'erreur. Bref, sinon avec Shizuka, le truc c'est que c'est elle qui sait quoi de m'harmoniser. Alors, c'est une flûtiste vraiment de super haut niveau et celle qui s'est calée dessus. On a évoqué de faire d'autres projets où ça se fera en interaction, etc. Il Et, faudra que je la rencontre, hein, peut-être que voilà. ça, Mais grave, grave. ça c'est mon métier, ça, toi, mais bon, depuis le temps. Bref, Oui, continue. bah, et donc, c'est elle qui s'est calée. On travaillait avec mon frère ou avec Arnaud, Germain et Adrien. Les démonstrations qu'on a faites avec de la flûte, c'est Shizuka qui s'est calé sur nous en fait à chaque fois. Donc, j'ai pas eu cette difficulté à gérer. Ah.
Puis le fait de vous connaître, moi j'ai travaillé énormément, donc moi c'était avec d'autres arts martiaux, donc par exemple avec le Kalima Japait à Singapour, ou quand je vais là-bas, je dors dans le dojo et j'accompagne en fait, et j'accompagne les cours en musique, que ce soit avec la flûte ou avec les percussions. Quand j'ai vu en Thaïlande, on a énormément ce travail-là, donc avec les Muay Kruk, c'est l'introduction donc de la cérémonie donc de Muay Boran. Il y a du travail en silat avec la musique, il y a du travail en fait en musique avec la capoeira par exemple en permanence. Et c'est vrai que dans l'aïkido, dans le judo, dans le karaté ou même dans le kung-fu, on n'a pas forcément cette pratique musicale qui est en même temps que l'entraînement. Et c'est quelque chose, moi, que j'ai trouvé extraordinaire de pouvoir intégrer la musique à l'entraînement parce que du coup, les élèves, moi je sais que la première fois où je l'ai fait avec le Kalima Japait, au départ c'était bon, bah peut-être, pourquoi pas. Et puis après les élèves, ils étaient ah ouais, c'est cool parce qu'à la fin ils disaient mais en fait on pense plus, Ouais. on bouge, on pense plus. Et donc ça vide l'esprit. Et c'est ce que j'ai retrouvé à chaque fois, en tout cas dans la présence de la musique avec la pratique, tout simplement. J'ai 50 000 questions là. Il y a des questions qui sont super intéressantes, mais il va y a jamais y avoir le temps. Faut aller, calmez-vous, calmez-vous. Enfin, euh, donc non, mais ça m'intéresse énormément parce que je sais que tu as une très belle culture musicale aussi. Est-ce que quand tu t'entraînes seul, enfin, c'est une question que je voulais te poser, est-ce que quand tu t'entraînes seul, la musique est importante ou est-ce que tu recherches plus le silence? C'est varié. Alors, j'ai jamais fait de cours avec de la musique à côté volontairement. Involontairement, tous les cours que je donne aujourd'hui sont avec de la musique parce que je donne des cours au centre Rico Doms, qui est le plus grand studio de jazz de France, à côté de Mhm. Place de Clichy. Et c'est très mal insonorisé. Donc, en fait, j'ai la musique qui arrive et ça va de la musique du dernier empereur à George Michael au classique, tu vois. Donc, on passe vraiment de. Et, il y a des profs, par exemple, je sais qu'il y a un gars qui s'appelle Patrick Cassidy en Aikido qui fait vraiment des cours en musique, etc. Et, et autant je ne serais pas pour le faire de façon constante, mais je pense que c'est des expériences à faire qui seraient intéressantes tu vois, et que les gens pourraient s'oublier un petit peu. Ça pourrait pas être le cours où tu vas donner des explications régulièrement et tout ça, Mhm, mais je pense que en plus un musicien qui serait sensible et qui jouerait de ça aussi en voyant les gens, qui les amènerait subtilement dans une ambiance plus intense, plus posée, etc. Ça serait intéressant. Et peut-être la prochaine fois que tu passes à Paris, on peut, tu vois, ça me fera plaisir. avec plaisir. Donc, pour Et, rejoindre la question, donc la sensibilité artistique peut-elle aider dans la pratique de l'aïkido? Oui, ça c'est peut-être tourner la question autrement. Est-ce que tu penses que la pratique d'un autre art, d'une autre discipline peut aider dans ta pratique toi de l'aïkido? un autre art comme oui, pas une autre discipline martiale, vraiment quelque chose Oui, genre oui, oui. très différent. Oui, oui, sans aucun doute, avec certitude. Alors moi, je dois dire que bon, en termes de peinture, tu vois, mes tentatives, ça s'est résumé quand j'étais ado en douce, aller mettre une petite tache de peinture sur les tables de mon père pour voir s'il C'est, remarquerait. est-ce qu'il l'a? J'adore, j'adore. On découvre des choses. On découvre des choses. Donc, en fait, j'imagine très bien le petit Léo arriver derrière. Tiens, je vais mettre un truc là. Papa, il le verra pas. Oh, Alors, génial. tu vois, mon père, c'est à la japonaise. Donc, ça se trouve, il a remarqué, ça se trouve, il a pas remarqué. Il m'a jamais rien dit parce que je sais qu'il a remarqué certains trucs et qu'il en parlait pas. Tu vois, il attendait que ça se corrige. Mais je suis certain, oui, que la pratique d'un autre art t'aide clairement. Et à titre perso, je n'ai pas pris le temps de faire d'autres trucs, mais enfin, je dirais oui. Et pour moi, il y a l'écriture. J'aime beaucoup écrire et c'est un plaisir. J'ai pas le temps de le faire autant que je voudrais, mais j'ai toujours eu. Enfin, quand j'étais jeune, je pensais éventuellement devenir journaliste, j'ai pensé à écrire des livres, etc. Et donc Mhm. c'est la seule forme d'art en gros que j'aime. Et la musique m'intéresserait, ça m'attire de plus en plus. Et je suis certain qu'il y a des passerelles. Tu sais, il y avait Oyama, par exemple, le fondateur du Kyokushin, qui faisait un petit peu de flûte. Enfin, Ouais, ouais. Shino, c'est vraiment l'exemple typique Mhm. du musicien. Il le dit que voilà, pour lui, c'est l'un nourrit l'autre, quoi. Moi, je sais que dans ma pratique, l'un nourrit l'autre
complètement. Enfin, je veux dire, aussi bien quand je pratique moi donc mon instrument ou la musique en général que de pratiquer de pratiquer donc mes arts martiaux en fait parce que je fais plusieurs styles. Et j'ai toujours effectivement cette citation en tête de Musashi qui dit qu'une fois que tu maîtrises un art, en fait, tu as des passerelles vers tous les autres arts. Et ce que je pense que quelque part, en fait, c'est à travers la méthode, c'est ta méthode d'apprentissage qui fait que tu vas réussir à aller vers une autre discipline et l'apprendre plus rapidement, en fait, avec des raccourcis que tu connais déjà. Ouais, je pense que c'est la qualité de présence qui fait que être présent te permet de mieux interagir, de mieux prendre les informations. Et à ce titre, quelqu'un qui est bon en musique, quelqu'un qui est bon en peinture, quelqu'un qui est bon en arts martiaux, il y a une qualité de présence qui est autre. Et du coup, quand il Mm. va faire autre chose, ça ira plus vite. Je voulais te demander, alors, je sais que donc tu as fait un peu karaté, un peu d'arts martiaux. Quelles sont les disciplines que tu pratiques ou tu as pratiquées? Moi, Ouais. j'avais commencé à l'époque par du Shotokan, c'était avec Georges Siga, mais c'est il y a longtemps, hein, c'était il y a plus de Ah, 20 ans maintenant. J'avais été jusqu'à mon premier Dan, pareil, et puis j'étais passé, après j'étais tombé chez Vigneault, où j'avais passé ma Vigneault d'eau, là, enfin, pareil, j'avais repassé mon premier Dan avec lui. J'avais commencé en même temps avec Torov, qui était un grand Danois, le mec impressionnant, le Kobudo. Et là, j'ai commencé, et c'était l'un des élèves phares de Oshiro. Ce grand d'accord. mec de 1,90 m pour 120 kilos, ancien mercenaire, légionnaire avec des tatouages de partout et en même temps extrêmement cultivé, qui parlait quasiment pas. Et c'est comme ça que je suis tombé vraiment dedans. Et après, donc après ça, donc j'allais toujours voir à droite, à gauche, essayer beaucoup de choses. J'ai toujours fait ça, essayer beaucoup de choses avec une ligne directrice principale. Et après, quand je suis quitté la France, donc il y a 7 ans, 6 7 ans de ça, j'ai cherché, je suis tombé en fait dans Kren, donc style de la grue, avec un sifu chinois impressionnant qui a changé ma pratique. J'ai fait du parcours, j'ai fait un peu de parcours, pas assez, parce que j'aurais vraiment souhaité en faire plus, mais mon corps est un peu vieux pour ça. J'ai fait du Muay Boran, j'ai fait du Silat, j'ai fait du Kali, j'ai fait de l'Arnis sur les Philippines. Récemment, je me suis mis plus sur donc, tout ce qui est Jiu-Jitsu et puis boxe à Cuba. Enfin bref, je vais vraiment capoeira sur le Cap-Vert. J'essaie vraiment d'aller dans des choses, enfin d'y aller sérieusement dans pas mal de choses. Mais plus sérieusement, on va dire les branches principales, ça va être Goju, Kung Fu, Kren, donc style de la grue, et avec Muay Boran et puis quelques autres. D'accord. Et tu En vois, gros. Ouais. ouais. Alors, excusez-moi parce que pour les gens qui regardent le truc, parce que quand je fais ça, c'est que je suis en train de lire les commentaires, etc. Donc, Ouais, non, mais t'inquiète. et tu vois alors, bien sûr, entre la grue blanche et le goju, tout ça, ça doit Mhm. être assez clair, mais avec le Muay Boran, par exemple, et la capoeira, comment ça se passe? Tu sépares vraiment ou tu vois des points Pas du communs tout. ou... Alors je trouve que c'est extrêmement complémentaire. Tous ces styles-là sont extrêmement complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a des points forts qui sont dominants chez certains et le complètement faible, plus faible chez d'autres en tout cas. Moi, par exemple, le Muay Boran, le gars avec qui je me suis entraîné, bon, pareil, hein, c'était tous les jours, je lui ai dit, écoute, moi je veux y aller en mode hardcore, hein. Donc on y va donc tous les jours, puis il me regardait, je veux faire du trad, je veux pas faire du Muay Thai, je veux faire du trad, vraiment. Et donc il était super heureux de ça, et j'ai retrouvé énormément de fluidité. Énormément de fluidité. Alors l'état d'esprit pour moi, il n'est pas différent du tout, c'est-à-dire que l'état d'esprit, justement, ce mec-là, il me disait, l'idée, c'est de partager. L'idée, c'est de partager, c'est d'apprendre. Et ce que je retiens, moi, du Muay Boran, autre que les techniques, c'est que dans son apprentissage, il n'y avait pas d'apprentissage pour reculer. On n'apprenait pas à reculer. La seule manière, c'est d'avancer. Même si tu te prends un coup, tu tombes, tu réavances. Et donc ça, Illimité. c'était extraordinaire ça. Donc là, cette mentalité-là, et puis pareil, donc c'est une famille, c'est des gens que je porte dans mon cœur énormément, qui ont été extrêmement généreux, adorables avec moi. La capoeira m'a enseigné pour moi l'enchaînement de mouvements, c'est-à-dire que tu tombes, tu roules, en fait, tu laisses le mouvement couler vers autre chose. D'accord. Et le fait d'arriver, la gymnastique du corps, l'enchaînement du corps, ça se rapprochait presque plus. Par exemple, le parcours m'a enseigné,
l'utilisation, c'est-à-dire que je m'entraîne maintenant avec n'importe quel type de sol et pas seulement sur un tatami. Mhm. Je vais m'entraîner, même s'il y a une marche, un galet, un truc comme ça, je vais travailler mes katas, même sur des galets, Mhm. sur un endroit dans des marches. Parce que du coup, tout doit être adaptable. Adaptable, oui, c'est ça, à ça. On doit pouvoir adapter à tout ça. Enfin, moi, en gros. Mais on n'est pas là pour parler de moi. On n'est pas là Ah pour non, parler mais de toi. non, parce que je pense que les gens te connaissent plus par l'aspect musique et Musical. je pense que ça peut les intéresser de savoir un petit peu ce que tu as pratiqué et puis comment. Voilà. Ça m'intéresse Oui, beaucoup. qu'est-ce que tu vois, mais non, mais parce que c'est vrai qu'on pourrait débattre de ça pendant longtemps. Mais après, moi, les arts martiaux, c'est quelque chose qui me passionne parce que justement, le lien avec si toi tu es là aujourd'hui, c'est parce que moi, je vois un lien absolument direct entre le mouvement, la musique, la peinture. Par exemple, Mhm. le petit exemple que je vais faire très rapidement, à Bandung, à Java, quand j'étais là-bas, j'étais allé dans une université où ils enseignaient donc tous les domaines artistique. Et par exemple, moi, flûtiste, j'aurais été obligé de faire un instrument harmonique, un instrument rythmique, du théâtre, de la peinture, de la sculpture et du silate. Mhm. Et D'accord. inversement, quelqu'un qui fait du silate est obligé de faire tout le reste. Parce qu'ils estiment que tu ne peux pas progresser. En fait, tu vas avoir un seuil, tu vas avoir un blocage de progression, tu vas Mhm. arriver à un plafond. Si tu veux passer ce plafond-là, il va falloir que tu te tournes vers des disciplines radicalement différentes. Mhm. Oui, oui. Bah, ouais, ça m'étonne pas, ça fait sens, ça fait sens. De toute façon, c'est vrai que les experts qui m'ont le plus intéressé, moi, c'est ceux qui avaient une ouverture d'esprit. Après, il y en avait certains qui pouvaient vraiment avoir une habileté très particulière dans quelque chose très focus comme ça, mais c'était pas très intéressant. Ceux qui étaient le plus intéressants, ceux qui avaient une ouverture déjà sur les autres disciplines, mais au-delà de ça, ça transparaissait aussi sur l'ouverture au monde. Du coup, j'ai Comme passé Ino, par exemple. exactement. Et Ishino, c'est quelqu'un avec qui tu vas passer une soirée et t'es mort de rire et tu vas pas parler d'arts martiaux une seconde, ou tu peux parler que de ça. Tu vois, tout est possible. On a passé des soirées justement avec mon père et lui, etc. Ils ont à peu près le même âge, des excellentes soirées. À l'inverse, t'as des gens qui ne peuvent parler que d'arts martiaux et même que de leur propre discipline et même que de la façon dont eux font leur propre discipline. Et là, tu dis, bon, probablement, il y a une fermeture qui est pas très intéressante. Juste pour revenir, tu me demandais tout à l'heure sur les musiques que j'écoute Mhm. durant mon entraînement et c'est très variable selon que je veux me reposer sur moi-même ou que je veux favoriser un certain état. Et du coup, quand je veux Mhm. favoriser certains états, je vais écouter des musiques qui sont différentes. Euh, ça peut aller du jazz au classique au rap, enfin, selon l'état que je veux avoir. Donc c'est très très varié, très, très éclectique. Donc la musique va influencer en fait quelque part, ouais, ta démarche de mouvement en Tout à fait, fait. ta démarche corporelle. Quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, donc par exemple dans les personnes qui sont là, qui a envie de se lancer dans les arts martiaux, qui ne sait pas forcément quel art martial choisir, quel conseil Euh, t'aurais à donner? oui, il y a plusieurs choses parce que, comme on dit en Chine, par exemple, 3 ans pour trouver ton professeur. Ça montre Mhm. à quel point, plutôt que de se lancer, dire, bah, tiens, il y a un truc à côté qui s'est ouvert en bas, ils font des arts martiaux génériques, j'y vais. Euh, Pourquoi tu veux faire des arts martiaux? Quel est ton objectif? Après, peu importe, tu vas peut-être en changer. Mais au départ, est-ce que c'est pour être en forme? Est-ce que c'est pour apprendre à te défendre? Est-ce que c'est une recherche spirituelle? Ça, c'est important parce que la même discipline peut être pratiquée, enseignée avec des objectifs différents. Donc, si par exemple, tu as quelqu'un qui va sur une recherche spirituelle et qui dit bah, l'aïkido, c'est ça, et puis il tombe sur un club de réal aïkido où ça hurle, ça gesticule dans tous les sens et le but c'est juste de défoncer l'autre, ça va être compliqué. Mhm. À l'inverse, le mec, il dit que l'aïkido est utilisé par les forces de police anti-émeute dans tel et tel pays. Il dit, oh, ça a l'air bien efficace. Il va dans un truc et on lui parle de Koto Tama et de religion. Le mec, il dit, ouais, non, ça me convient pas. Donc, savoir ce que tu viens chercher et trouver dans la discipline qui te convient le professeur qui propose cet aspect-là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, l'esthétique. Alors, toi, tu vois, de la même façon que je sais que dans ton parcours musical, tu es super éclectique, capable de passer d'un style de musique à l'autre. Euh, il y a des gens qui ont quand même des préférences plus marquées en termes de musique. Mhm. Et dans les arts martiaux, c'est pareil, il y a une esthétique. Donc moi j'ai fait du kung-fu pendant quelques années, ça m'a beaucoup plu, mais il y avait une esthétique qui me plaisait moins qu'en karaté, qui était plus tranchée, tu vois, dans les formes. Et c'est Mhm. pas, il y a aucune
jugement de valeur par rapport à l'efficacité. Ça n'a strictement rien à voir. C'est juste que tu préfères une esthétique comme ci ou comme ça, quoi. Comme chez toi, tu as envie d'avoir plein de trucs clinquants, ou tu préfères de la sobriété, ou tu aimes le style Louis XIV. Ça, c'est donc, chercher un style qui te convienne parce que tu vas le pratiquer longtemps. Et puis, quand tu mets une tenue où tu as l'impression que c'est une tenue de clown, bah, ça va pas, tu vois. Si tu mets un kimono, tu te dis, bah, j'ai l'impression d'avoir un pyjama. Non, il faut trouver ça. Et troisième, donc, pourquoi tu veux faire des arts martiaux? Un environnement culturel qui te convient, qui te touche, qui te parle. Et puis après, le professeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Il faut être dans comme quand tu cherches un boulot. Même si, quand je travaille dans la restauration, je vais dans un resto, j'arrive, si je vois que tous les serveurs, ils sont là depuis moins de 3 mois, alors que le resto, il existe depuis 10 ou 15 ans, je Mhm. me dis, tu vois, le patron, il y a des chances qu'il ait un problème. Tu vas dans un dojo, c'est pareil, il y a que des anciens, il regarde les nouveaux de travers et il les maltraite, ou alors il y a que des débutants, il n'y a pas un ancien, alors que le dojo, il existe depuis quelques années. C'est un problème. Ou alors, le dojo fonctionne très bien, mais il y a des façons d'enseigner qui peuvent passer par beaucoup d'explications. Si tu es en attente de ça, c'est bien, mais si toi, tu es plutôt kinesthétique, tu as besoin d'expérimenter et que le Mhm. prof, ça ne te convient pas, donc c'est la troisième chose, le prof qui va te convenir. Donc prendre le temps, parce qu'en fait, c'est sûr que si au départ on a l'envie de faire des arts martiaux, si on prend le temps de bien choisir, on va rester. Alors qu'on peut avoir une envie qui va être éteinte parce qu'on n'a pas respecté une de ces trois étapes-là. Mhm. Tout à fait d'accord. Et en fait, il y a disons que tu vois, en plus je vois les questions qui arrivent. Je suis désolé aujourd'hui, en fait, on va pas pouvoir répondre à toutes ces questions-là parce qu'après rentrer vraiment dans des questions techniques, ça vaudrait le coup, tu vois. Pareil, si on se revoit de se poser puis de faire une longue interview, puis là pour le coup, ou même un podcast, tu vois, ça fait partie des choses. Un podcast, on peut très bien faire une interview d'1 heure et demie où on parle, on peut rentrer plus techniquement là-dedans. Et Mhm. j'aurais aimé aborder un petit peu parce que c'est super intéressant ce que tu viens de dire par rapport au fait donc quelqu'un qui veut se lancer effectivement dans les arts martiaux, mais changer un tout petit peu de sujet en tout cas puisqu'on arrive au bout d'1 heure, on va être obligé de couper, enfin ça va couper de soi-même. Euh, c'est la question que je pose à tous les gens que j'invite. On est tous dans une situation qui est très particulière. Donc, on est confinés, on est tous obligés de rester à l'intérieur ou on a un peu la chance de pouvoir se balader avec un peu de nature. Et donc, on est obligé, donc, à défaut de pouvoir voyager à l'extérieur, on est obligé de voyager à l'intérieur. Et qu'est-ce que toi, tu apprends de cette situation extraordinaire? Euh, c'est comme une loupe. Au quotidien, tu peux te permettre de te perdre dans tes activités. Moi, je multiplie comme toi un peu les voyages, etc., etc. Et, et je peux me détourner de certains questionnements, de certaines choses. Euh, Là, tu te retrouves face à toi-même, clairement, c'est le mur blanc. Bon, moi, je suis à Paris, dans 50 mètres carrés. Bon, c'est pas la misère, hein, je suis pas dans 10 mètres carrés à 5, on est juste à 2 avec ma femme. Mais enfin, tu te retrouves avec toi-même. Alors, il y a des moments où j'ai besoin de m'échapper, je mets la télé ou un truc comme ça, quoi. Euh, mais ça t'oblige à un retour sur toi-même qui est vraiment intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de sollicitations. À partir du moment où ton boulot fonctionne à peu près bien, c'est le cas pour moi. Les sollicitations sont permanentes. Tu vois, c'est le téléphone, les mails, nanana, et puis après tu bouges, tu bouges. Et tout le temps que tu gagnes comme ça, tu te retrouves avec toi. Donc c'est le moment de faire un constat, c'est le moment de faire des projets, c'est aussi le moment où tu te rends compte de certains travers. C'est-à-dire que je donne tout le temps des conseils. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans une situation idéale qu'il faut pas vous entraîner, il faut quand même ceci, etc. C'est pas important, nanana, etc. C'est très beau. Sauf que moi, je fais en sorte de construire tout le temps une situation idéale pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et que là, par exemple, mon entraînement au jour le jour, c'est 1 heure, maxi 2 heures. Alors qu'en été, j'ai autant de temps, voire plus que d'habitude pour m'entraîner. Mais c'est très dur pour moi. Je me rends compte que quand je suis pas dans un certain cadre qui favorise le truc, je suis frustré. Je suis dans mon salon, il y a le canapé qui m'appelle, il y a machin. Et bon, ça me traumatise pas. C'était un peu décevant. Je me suis dit, tiens, bon, ok,
as des discours et parfois, en fait, tu as du mal à le mettre en application toi-même. C'est un moment d'introspection et j'espère que, enfin, moi, ça me permet d'évoluer et j'espère que ça permet à d'autres d'évoluer aussi, quoi, de la même façon. Il y a une super question là. Est-ce que ça vaudrait le coup de penser à se réserver des moments comme cela demain? Oui, c'est certain. Moi, je sais que je me suis mis à la méditation, mais je le fais de façon très superficielle, comme un petit reset mental. Tu vois, j'y ai pas consacré plus de temps que ça, mais c'est évident si on voulait vraiment, alors, si tu veux, on parle souvent du monde de demain. Alors aujourd'hui, on vit une situation très particulière. Il y a beaucoup de gens qui parlent Mhm. du monde de demain, et c'est une évidence que on s'est rendu compte de plein de choses. Après, je voyais une interview d'un mec dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Robert, quelque chose qui a 108 ans, qui est le champion du monde du 100 mètres. Bon, des plus de 100 ans, ou je sais plus trop quoi, tu vois, bref. Il l'est plus, il l'est plus. Et, donc, et le mec, on lui disait, alors qu'est-ce que vous pensez comment va être le jour d'après? Il dit, bah, ça va être comme le jour d'avant. Il dit, moi, j'ai connu la grippe espagnole, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, ceci, cela. Il dit, ça dure pas. Alors, ce que je crains, pour les autres comme pour moi, c'est que ces leçons s'effacent vite. De la même façon que, tu vois, on parlait des choses que nos anciens nous disaient, tu vois, quand on est jeune, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Euh, Tu les écoutes pas. Alors, il n'empêche qu'on continue à donner des conseils. Il y a des jeunes, je leur dis attention, tu vois, moi j'ai fait ça, mais c'est une bêtise, fais plutôt ça, etc. La plupart du temps, ils font comme moi, ils écoutent pas. Donc, ça serait l'idéal qu'on change et qu'on en tire des leçons. Je crains que les leçons soient de courte durée, voilà, au niveau individuel comme au niveau mondial, quoi. Est-ce que tu penses que ça va influencer peut-être même ton enseignement ou en tout cas ce que tu es en train de vivre là en ce moment Euh, ou ta pratique peut-être? bah, alors, oui, ça amène toujours à plus de tolérance, de savoir que c'est facile de donner des conseils, que quand tu te retrouves dans la situation, bon, moi, c'est pas dramatique, mais que j'ai du mal à mettre en œuvre mes propres conseils. Et quand tu vois quelqu'un qui ne met pas en application les conseils, tu peux dire, écoute, mon gars, toi-même, quand tu es dans la situation, tu avais du mal à mettre en œuvre ce que tu avais décidé ou ce que tu prônes. Donc, un peu plus de tolérance. Mais bon, je dois dire que allez, la dernière décennie, c'est déjà une direction dans laquelle je me suis plongé à être plus tolérant envers les autres et puis envers moi-même, quoi. Tu vois, c'est rigolo parce qu'en fait, comme tu me dis que tu as plus de mal à t'entraîner. Bon, là, il y a des questions qui sont vraiment super intéressantes, hein. Mais justement, euh, moi, en fait, donc ces histoires donc de live là, Instagram que je fais tous les jours avec des artistes très très différents du monde entier. Donc des fois c'est en anglais, c'est en espagnol. Bon, il y a vraiment de tout comme artiste. C'est juste des personnes que moi que j'admire pour différentes raisons. Et ça me donne à chaque fois moi l'énergie pour me mettre à travailler sur mes propres projets et pour m'entraîner. Je m'entraîne tous les jours, donc du coup, ça me donne l'énergie pour m'entraîner, ça me donne l'énergie pour créer, ça me donne. Est-ce que toi, ça vaudrait pas le coup, par exemple, que tu fasses, parce que là, il y a tellement de questions, je suis sûr que si tu fais un petit live de 1 heure tous les jours à parler avec les gens, même pas forcément tous les jours, tu auras 50 000 questions de toutes ces personnes-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Léo devrait faire un petit live? Et en même temps, tu vois, ça va te motiver pour t'entraîner, ça va te motiver pour truc. Tu vois, je veux dire, est-ce que ça peut pas passer par quelque chose comme ça, tu vois? Je viens de donner, tu vois, c'est moi qui mets la petite touche à ton tableau, c'est moi qui mets la petite marque sur le tableau. Ouais. Non, mais en fait, c'est vrai, je vais dire franchement, j'ai reçu plein de demandes comme ça, soit de live, de discussion, soit de cours en ligne, etc. Je l'ai pas fait pour diverses raisons, mais j'ai répondu à des sollicitations de magazines, de trucs comme ça ici. Après, c'est vrai qu'on a mis aussi avec mon frère, il essaye, avec Julien Coup et Tanguy Le Bourge, et puis d'autres élèves avancés du Kishinkai, on a mis plein de choses en route. On s'est retrouvé littéralement des dizaines d'heures par semaine par visio et on a fait évoluer des choses et on va mettre des ressources à disposition des pratiquants d'école vidéo. Parce que alors, le confinement, il va s'arrêter vite, mais c'est des ressources où dans le passé, on te donnait un petit livret du débutant quand tu commençais, parfois avec une photo pour dire bon, bah, le coup de poing c'est ça, la saisie c'est comme ça. Et là, on va donner des ressources vidéo. Donc, il va en rester quelque chose de positif.
Peut-être je ferai des lives, effectivement. Il vient d'avoir une vingtaine de oui, des lives. En fait, le truc, c'est que le Ouais. live, moi, alors je faisais les lives très rarement dans mes voyages, en fait, quand j'avais un petit peu de réseau, quand j'avais un peu de données et tout. Et je faisais donc les lives, ça me permettait de donner des news à mes parents surtout, et donc à ma famille et mes amis. Et là, en fait, c'est vrai que les lives, là maintenant, en fait, bah, nous qui avons des fois des choses à partager, en tout cas artistes, les artistes ont des Mhm. choses en règle générale à partager. Les personnes qui se retrouvent confinées chez elles et donc enfermées donc chez elles, ont besoin, en tout cas, d'avoir quelque part ce petit élan de création pour se mettre bah, par exemple, quand plusieurs personnes me disent quand ils ont entendu, tiens, j'ai entendu Martin hier, putain, il m'a tout fait tellement foutu la patate, j'ai eu envie de chanter. Ouais. J'ai entendu un tel truc comme ça m'a foutu la patate. Et en fait, est-ce qu'on n'a pas quelque part un peu cette responsabilité, bah, des fois, de se faire un petit peu violence et de se dire, bon, j'aime pas me voir je suis pas fan du tout de me voir en live, hein, moi, de voir ma tronche. Hein. Si je pouvais mettre la tienne, ça me suffirait. Mais du coup, en fait, de me dire, bon, bah tiens, en fait, ça fait du bien quand même à certaines personnes. Donc, du coup, c'est quelque chose qu'on peut offrir, en fait, dans ce genre de temps-là. Une fois de temps en temps, c'est vrai que c'est pas si mal que ça, je pense. Je suis sûr, en tout cas, que là, tu vois, là, rien que voilà, il faut aller, on se motive et on oublie le canapé, tiens, de la part de Christophe. Bah, tu vois? Ouais, ouais, non, mais après, c'est vrai que moi, j'ai fait par écrit, mais c'est vrai que le rythme enfin, un live, tu te poses 1 heure et puis c'est fait immédiatement. L'écrit, c'est vrai que tu le fais pas tous les jours. Je vais y penser, je vais y penser. Et puis c'est agréable. En tout cas, moi, ça me plaît énormément, en tout cas, de converser avec toi. On pourrait faire ça encore pendant très très longtemps. Grave, grave. Ce qui est justement très intéressant, l'ouverture que tu as euh, avec ça. Est-ce que tu as des nouvelles, par exemple, un petit peu justement de personnes au Japon, que toi qui es régulièrement en contact avec le Japon, comment est-ce que par exemple là-bas ça se passe? Comment est-ce que des gens comme Ino, comme vivent un petit peu tout ça? Euh, En fait, il n'y a pas de confinement obligatoire là-bas. Ils ont une vie. Alors, ils s'auto-limitent, si tu vois, il y a des conseils, etc. Toi qui voyages beaucoup, tu as dû le constater, mais en France, il y a un individualisme forcené. Et au Mhm. Japon, c'est le groupe avant tout. Et quelque part, chacun est un peu prisonnier de ce truc-là. Et du coup, au Japon, parfois, ils se brident, mais ça a l'avantage que tu n'es pas obligé de mettre un truc coercitif pour que les gens pensent au groupe avant eux-mêmes. Et à l'inverse, chez nous, c'est bien parce qu'il y a vraiment une expression libre et tu peux débattre et tu peux discuter. Et à l'inverse, si tu dis pas que c'est interdit, bah, les gens pensent que c'est autorisé. Mhm, mhm, Et mhm. voilà. À ce titre-là, tu as dû aller aux États-Unis, tu as voyagé un peu aux États-Unis ou pas? Très peu. Je suis passé, j'ai fait. Ouais. Et j'ai un truc que j'ai noté, tu vois, c'est que c'est un peuple qui pense qu'à ses intérêts, mais en pensant à ses intérêts, ils sont capables de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que le moment où c'est moi et ferme ta gueule, tu vois, en tant qu'individu, ils sont capables de le faire. Et le moment où il faut dire c'est America, America, tu vois, ils sont capables de se rassembler et ils sont capables de passer de l'un à l'autre de ces modes uniquement en fonction de leur propre intérêt, tu vois. Et que nous, en fait, on a un mode Mhm. par défaut et qui nous est difficile de passer, tu vois, pour un Français, il est difficile de passer à un mode le groupe avant les autres, et pour un Japonais de se dire vas-y, je pense à moi en ce moment-là, quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a et puis il y a du bien dans les deux en fait. Il y a et du C'est mauvais dans ça. les deux. Et Et c'est pour terminer, parce qu'il reste 5 minutes, 6 minutes. Et comment est-ce qu'on peut te rencontrer? Comment est-ce qu'on peut venir assister à un de tes cours pour comment est-ce qu'on peut tout simplement suivre un peu ce que tu fais? Parce que tu as un blog aussi où il y a pas mal de choses qui se passent. Vas-y, hein, ça c'est le moment où tu balances un petit ouais. peu. Non, bah, alors, un mec qui est intéressé par les arts martiaux, c'est plutôt, ça va lui être difficile de m'éviter si tu es un peu intéressé par les arts martiaux et en particulier par l'aïkido. Non, alors, Ça, c'est le moment où tu as la nana qui passe avec la petite pancarte, tu sais, avec leotamaki.com. ouais, si tu tapes Léo Tamaki, tu vas tomber sur des vidéos, sur le blog, sur des articles, des interviews, divers trucs. Bon, du coup, je vais pas en rajouter parce que c'est assez facile. Par contre, tu sais quoi, je voyais là passer dans le lot des gens qui font des arts martiaux de la Réunion qui se sont connectés. Notamment, je Ah, vois. super, je suis de la Réunion, les gars. Comment il Et est? ben oui, et Frédéric Lorion et d'autres, et ça leur permet de te connaître.
Et donc ceux qui sont intéressés par ce que fait Nico, donc il avait fait l'interview vidéo que j'avais déjà mise, donc vous avez pu voir, mais donc j'espère que ça vous a donné envie de rebondir sur d'autres. Et puis il y a aussi, j'ai vu que tu avais mis à dispo des morceaux de tes albums sur ta chaîne YouTube, ça je l'avais pas vu parce que Oh, ben, il y a et- ça, et là, il y a plein de choses qui font. Et il y a notamment, on parlait de Moïboran, il y a une interview du gars avec qui je m'étais entraîné en Moïboran, qui est Ah, je l'ai très pas vu, intéressant. d'accord. Il y a une très belle vidéo de ce gars-là. Très, très joli. C'est justement, il parle du Moïboran et c'est très intéressant. Donc, en gros, oui, pour te suivre, il suffit de taper Léo Léo Tamaki et puis Tamaki, on ouais. peut tomber sur plein de choses, en fait. Ouais, ouais, Voilà. c'est pas mal. Voilà. Et pour prendre et pour prendre des cours, c'est pareil, en fait, j'imagine qu'on peut tomber sur tu donnes tous les, Tu mets cours Léo Tamaki, en première ligne sur Google, tu vas tomber sur mes cours à Paris. en Je première suis ligne. voilà, je suis en déplacement 220 jours par an, donc je donne des stages sur tous les continents à part en Antarctique. Euh, voilà, le mec qui veut me croiser, Un peu il le d'aïkido fait. pour Esquimau. Ouais, non, le mec, il y a pas d'excuse pour le mec qui a envie de me croiser. Comme je dis, c'est la réunion, quoi. Et J'ai j'ai raté le raté cours le quand t'es coup. venu. Ouais. Mais je reviens à la fin de l'année, en novembre ou octobre, je sais plus quoi. Si tout va bien. En tout cas, écoute, merci. Moi, ce que je vais juste rajouter, je vais faire un peu de pub en tout cas pour les gens qui viennent. Écoute, demain, j'ai deux personnes. J'ai Olivier Rivière qui est un mec, un pianiste de La Réunion, pareil, qui est extraordinaire à 11 heures. À 13 heures, alors là, par contre, vraiment, je t'encourage de venir celui-là. À 13 heures, j'ai un mec qui s'appelle Anthony. C'est Jump Travel Documentary, Anthony. Et ce mec-là, il est en ce moment en Afrique. Ça fait 7 ans qu'il voyage en stop avec rien dans sa poche, c'est-à-dire il a fait le tour du monde tout en stop. Je l'ai rencontré au Mexique, là il est en train de se faire toute l'Afrique comme j'ai jamais vu l'Afrique. Je vous jure, je réussis à l'avoir demain si tout va bien. En live, c'est un mec extraordinaire. Lundi, il y a Gabriel Lynch, c'est un chanteur australien qui est monstrueux. Faye Yopano, qui est dans l'après-midi des Philippines. Là, j'ai toute la semaine prochaine avec des super artistes tous les jours. Et voilà, donc venez les écouter. C'est vraiment des gens hors normes comme toi. Comment tu fais pour garder un contact aussi vaste avec toutes ces personnes, Nico? Parce que pour moi, l'amitié, c'est sacré. Oh, ouais, bien sûr, C'est c'est sacré, incroyable. c'est-à-dire que justement, j'essaye de garder et je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour être sur le devant de la scène. Par contre, je suis bon à faire des liens, à créer Je des liens. rigole. Je suis bon à garder des liens. C'est ça qu'il me faut. Moi, c'est ça que j'aime faire, créer des liens. Et tout le but de Traveling Melody, c'est justement en fait de créer des liens et d'entre tout, que ça soit aussi bien dans les arts martiaux que dans la peinture, que dans le mouvement, que dans la musique. C'est ça qui est intéressant. Tu vois, par exemple, combien de fois j'ai pensé à toi avec certains musiciens où je me disais, putain, cette musique-là, elle est tellement belle, où je me disais, toi, te voir bouger avec ton frère, avec Issei, qu'on salue, et tu vois, te voir bouger même avec Issei, faire les trucs et tout, et puis d'un seul coup, un danseur qui arrive, qui rentre dans la danse, qui a un truc comme ça, ou quelqu'un qui arrive de Bali. Voilà, moi, mon imagination, elle est comme ça Non, mais tu quand sais je vous vois tous que bouger. quand on fait la nuit des arts martiaux et puis on a introduit, donc on a souvent les gars du Paris Taekwondo ensemble qui jouent et qui sont super parce qu'ils s'adaptent aux mecs et ils soulignent sans prendre le dessus. Mais j'ai pensé il y a deux, trois fois on a fait avec des choses un peu plus prégnantes où il y avait plus d'interaction. Mais c'est vrai que j'ai pensé aller encore plus loin et à ce qu'il y ait musiciens, arts martiaux, même des arts graphiques, etc. Et des choses qui se passent en live comme ça. Ouais, je pense que ça serait vraiment super. Il y a des choses à faire. C'est l'avenir de toute façon. Écoute, mon ami, ça me fait très plaisir. Là, ça Moi va aussi, couper Nico, ici, vraiment non? cool. Ouais. Prends soin de toi et puis Toi aussi. merci à tout le monde d'être venu et puis bah, à ciao, bon samedi, hein, c'est ça? Bonne C'est fin de ça. confinement. Ciao. À plus. Ciao, ciao.